BFM Business, BFM Crypto, le club. Et on va à présent en effet prendre le pouls de cet univers crypto. Comme chaque jour, c'est notre club BFM Crypto. Ils sont là, nos trois experts. Valentin Nico, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Valentin. Ravi de vous retrouver. Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory. Salut Guillaume. Ravi de vous retrouver Grégory. Et Rémi Bourgeot qui vient de nous rejoindre en plateau. Salut Rémi. Bonjour Guillaume. Bienvenue, économiste et chercheur associé à l'IRIS. On va continuer ensemble, bien sûr, de tirer les leçons de l'affaire FTX. D'abord, les cours des cryptos. Valentin, le Bitcoin actuellement toujours sous les 17 000 de justesse, 16 954 d'un point de vue technique. Quels signaux observez-vous ? Écoutez, on s'était eu il y a 2 semaines, donc pour ma part, je suis plutôt rassuré. On avait quand même très peur pour la crise de confiance globale du marché, et au final, il semble que on ait quand même construit des niveaux intermédiaires support, ce qui est plutôt bon signe, on va dire, sur le marché d'un point de vue psychologique. Il n'y a pas une reprise énorme à laquelle certains pouvaient s'attendre sur les deux principales, le Bitcoin ou l'Ethereum. Parce que, en effet, les événements exceptionnels, comme vous le savez, c'est les moments où on a le plus d'opportunités. Le rebond a lieu, la figure de retournement se construit progressivement, mais il n'y a pas eu de ruée vers le marché des crypto-monnaies. Et on est un peu comme sur les marchés traditionnels, on a peu de volatilité en ce moment. Et on va attendre les prochaines grosses nouvelles économiques pour espérer plus de volatilité. En tout cas, d'un point de vue figure de retournement, on était dans un range sur la dernière semaine, 16 000, 16 500 sur le Bitcoin, et on est passé un cran au-dessus. Donc on est en train de former un nouveau range entre 16 500 et 17 500. Donc plutôt rassurant. Moi, je serais très positif si on dépassait les 18 000 avec un peu de volume, avec un peu de force. Et sur l'Ethereum, on était à 1150, 1220 en range. Et on est en train de construire un nouveau aussi supérieur à 1220, 1300. Donc pourquoi pas être optimiste sur l'Ethereum, qui est une des celles qui a le plus progressé, et viser les 1400 points sur le moyen terme. Merci beaucoup Valentin Nico pour Bourse Direct. On rappelle qu'il ne faut investir en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre. On le répète à chaque fois. Et oui, c'est aussi notre mission que de rappeler la volatilité. Bon, les faits parlent d'eux-mêmes, mais la volatilité et le côté quand même spéculatif de ces marchés. Justement, tiens, Grégory avec nous. Donc aujourd'hui pour The Big Whale, Grégory, Binance a publié une preuve de réserve hier soir. Binance était attendu au tournant sur ce point. Ça y est, c'est fait. Preuve de réserve publiée hier. Est-ce que cette preuve de réserve écarte du coup les risques de revivre côté Binance un scénario à la FTX ? Alors ce qu'on peut dire, c'est vraiment Abemous, preuve de réserve. Enfin, on a celle de Binance. Binance, c'est le plus gros exchange crypto de la planète. Donc c'était vraiment très important parce que Binance a une importance systémique. Il y a 27 milliards de dollars échangés chaque jour en ce moment sur Binance, c'est 29% du marché. Donc c'est assez normal qu'on s'intéresse à sa solvabilité. Pour moi, son intérêt est un peu limité parce que cette preuve de réserve, malheureusement, elle s'est concentrée uniquement sur les avoirs en Bitcoin de Binance et pas toutes les autres cryptos. Et Dieu sait qu'il y en a sur Binance. Donc ce qu'on peut dire sur les Bitcoins de Binance, les utilisateurs, ils en détiennent collectivement à peu près 9 milliards de dollars. Et Binance a 101% de couverture pour ses fonds. Et aussi, dernier petit détail qui compte en tant que Français, le rapport de Binance a été fourni par le cabinet d'audit français, donc Mazars. Mmh. Et le document qu'a fourni Mazars ne constitue pas une garantie, c'est un point également important, Grégory ? Oui, également. C'est pas un audit officiel, c'est pas une garantie, c'est d'ailleurs Mazars qui le dit. En fait, pour faire simple, ils ont bénéficié des informations que Binance leur a données, ils ont recoupé, et voilà, ça a fait ce rapport. Mais ça n'engage pas la responsabilité juridique du cabinet, comme c'est le cas dans les gros audits officiels. Et selon nos informations, dans un article qu'on a publié ce matin dans The Big Whale, les auditeurs de Mazars, beaucoup en fait ont jugé Binance globalement très très complexe dans son organisation. Vous le savez, Binance, c'est un peu comme FTX. Il y a énormément de filiales à travers le monde. Il n'y a aucun siège global vraiment identifié. Donc voilà, c'est assez compliqué de recouper tous les comptes.
Donc la structure de l'entreprise, d'après vos informations, la structure de Binance a été jugée quand même très complexe, très ou trop complexe, très, voilà, par Mazars. Et le document que fournit Mazars sur les bitcoins en réserve, la preuve de réserve, ce document ne constitue pas une garantie et n'engage pas la responsabilité juridique de Mazars. Bon, alors de ce point de vue, quand on vous écoute, on se dit il faut vraiment prendre tout ça. Et ce que nous dit Binance, sa preuve de réserve avec beaucoup de distance. Ceci dit, c'est un début, c'est un peu mieux que rien quand même, Grégory. Bah oui, ça va dans le bon sens. Hein. Le comportement de Binance est positif. Et il faut aussi retenir que d'après les experts là, qui ont pu se plonger dedans, ce rapport Binance est plus sérieux déjà que celui fourni par Tether pour son stablecoin USDT. Mais voilà, on aurait besoin d'un rapport régulier, par exemple, toutes les semaines, hein, plutôt qu'un one-shot qui correspond seulement à la situation de Binance le 22 novembre dernier. Autant le 23 novembre, c'était différent. Et moi, j'aimerais qu'on voit un rapport avec tous les actifs, hein, et pas seulement le Bitcoin, et aussi les dettes éventuelles de l'entreprise. Oui, et vous aimeriez aussi, Grégory, qu'un cabinet de Big Four, un cabinet d'audit du Big Four, à son tour audite ces grands exchanges, parce que pour l'instant, ce sont plutôt des petits cabinets. Comment est-ce qu'on l'explique ça d'ailleurs ? Bah oui, sans faire offense à Mazars, on aimerait que KPMG, EY, Deloitte ou PwC se penchent sur les réserves des exchanges, et pour l'instant, aucun n'a été sollicité. Alors la réponse officielle des exchanges, c'est les Big Four sont trop lents, et l'affaire FTX, elle exigeait une réaction très très rapide. Hein. Il fallait publier une preuve de réserve assez rapidement. Donc voilà, je trouve qu'on peut se questionner sur la nécessité de vouloir aller très vite et de ne pas privilégier des audits incontestables qui prennent certes un peu plus de temps, mais au moins qui font référence. Bon, après, ce qu'on peut dire, c'est que Mika devrait apporter un peu plus de clarté à terme, car les exchanges vont devoir assurer un ratio de fonds propres relativement important. Bon, Rémi Bourgeot pour l'Iris vous écoute et sourit en vous écoutant. Grégory, Rémi, qu'est-ce que ça vous inspire là, ces trous dans la raquette qui demeurent manifestement? Oui, c'est à moitié rassurant. C'est intéressant de voir à le décalage. On a eu un développement qui a été beaucoup plus rapide que les fondations réelles. Et il faut rappeler qu'il ne s'agit pas de banques ni de fonds d'investissement. Donc ces grandes plateformes sont censées détenir les cryptos qu'on lui alloue, qu'on dépose. Donc on a vraiment un décalage, une incompréhension des règles quand même assez basiques de gestion financière. Il y a quand même beaucoup à faire. Et on voit toujours ce décalage entre le côté toujours expérimental des cryptos et des comportements, des attentes comme d'actifs plus traditionnels. Vous restez avec nous, Grégory. C'est vrai que cette affaire FTX pose une question. Comment une idée à l'origine libertaire comme la blockchain peut-elle déboucher sur les abus classiques de la finance décentralisée, comme ce qu'on a vu avec FTX par exemple ? Oui, je trouve que c'est intéressant effectivement de rappeler que le Bitcoin à la base est une idée d'émancipation de la tutelle étatique des banques centrales, une idée libertarienne, quelque chose entre les deux. Et finalement, on se retrouve avec ces énormes structures, avec les pires dérives, les pires abus financiers, avec de véritables détournements, une escroquerie dans le cas de FTX. Alors, est-ce que ça aurait pu être évité? Évidemment, on peut toujours imaginer une régulation parfaite qui prenne les devants. En même temps, ce qui est intéressant avec les cryptos, c'est vraiment la dépendance presque vraiment au sens addictologique du terme à la politique monétaire. On a vu vraiment les cryptos devenir une classe d'actifs, alors hors cadre traditionnel, mais vraiment des cours menés par les injections, les inondations de liquidités des banques centrales depuis disons une dizaine d'années. Et à partir du moment où un actif, quel qu'il soit, aussi innovant ou dangereux qu'il soit, se retrouve dans cette situation-là, on ne peut pas échapper en fait à une forme de recentralisation et au fait de devenir une sorte de marionnette d'institutions centralisées. Alors des banques centrales d'un côté, mais là aussi d'institutions qui se créent. Les exchanges. Certains exchanges. Plateformes, ou avec certaines qui abusent
de façon extrême, et d'autres où on voit même celles qui apparaissent les plus établies, les plus sérieuses. Bon, on parlait de l'audit de Binance, où on voit quand même qu'il y a un train de retard en termes de consolidation, vraiment de suivi de la structure, la structure financière. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque à la blockchain. On a quelque part une idée intrinsèque de décentralisation et des comportements absolument traditionnels. Et des intermédiaires parfois très centralisés, et contrairement à la finance traditionnelle, sans too big to fail et sans protection des régulateurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on... Est-ce que d'ailleurs les États peuvent, par la régulation, d'après vous, compenser l'opacité des plateformes centralisées ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu d'un côté, il y a quelques semaines, quelques mois, on disait que le problème venait des stablecoins. C'était vraiment le problème avec l'effondrement de Terra. Là maintenant, on voit une grande plateforme, donc le problème dépasse la seule question du type de construction, et on voit que les États, les régulateurs ne comprennent pas toujours de quoi il s'agit exactement. On veut traiter ça comme des actifs traditionnels, mais toujours avec un train de retard, et sur des choses qui sont de nature absolument expérimentale encore aujourd'hui. Donc ensuite, on a, je pense que d'un côté, la crypto, la blockchain est appelée à être quand même quelque chose de décentralisé et de lisible, c'est ça l'idée, quelque chose qui repose assez peu sur la confiance, puisqu'on voit que la confiance est difficilement là, on n'a pas les garanties. Et de l'autre, les choses plus centralisées devraient prendre une forme plus publique. On reparle sans arrêt des CBDC, les monnaies digitales des banques centrales. Les banques centrales vont extrêmement lentement. Les grandes banques qui sont en fait tout à fait opposées et freinent autant qu'ils le peuvent le développement de ces projets. Donc, je pense que la blockchain a un avenir sous une forme décentralisée. Tout ce qu'on va voir de façon centralisée, que ce soit des grandes plateformes ou la dépendance aux grands mouvements financiers, aux grandes bulles, ne peut qu'aboutir à des grandes difficultés. Grégory, toujours avec nous depuis les bureaux de The Big Whale. Grégory, ce sont les États qui, à vos yeux, pourraient, par la régulation, compenser l'opacité des plateformes centralisées, ou la solution réside plutôt dans la DeFi ? Il va falloir y aller à pieds joints. Je pense que la DeFi a beaucoup de qualités et qu'il va falloir l'exploiter. Mais pour revenir sur ce que Rémi disait au début, les grandes plateformes centralisées, certes, elles invalident en partie l'idée de la blockchain, mais là, on a affaire à une fraude massive de quelqu'un qui avait vraiment l'intention de commettre quelque chose d'illégal. Il y a plein d'entités centralisées qui sont plus régulées, qui ont une organisation plus simple, plus contrôlée, qui fonctionnent très bien aussi. Ouais. Rémi ? Oui, on le voyait dans le cas de Binance. Donc, cette organisation, elle dépend toujours d'un ensemble de règles qui ne sont pas encore là. Je veux dire, on voit très bien le décalage. On parle des cryptos comme d'un actif traditionnel. Et ce qui est intéressant avec l'histoire d'FTX, c'est que personne ne comprend rien en réalité. C'était le bonhomme Sam Bankman-Fried ne se cachait même pas de ce qu'il faisait vraiment. Quand les journalistes les plus tatillons venaient vraiment lui poser les questions qui fâchaient un peu, en fait, il était complètement ouvert. Il y a une forme d'innocence, enfin pas au sens juridique, une forme d'innocence spirituelle chez l'individu qui est un escroc, mais il s'en cachait pas vraiment. Et personne ne voulait. En fait, l'immense majorité des gens ne comprennent pas, et beaucoup ne veulent pas comprendre simplement. Donc, on n'est pas dans un contexte avec la blockchain, avec les cryptos, où on éplucherait les comptes, où on essaie de comprendre exactement la structure des actifs. On est vraiment quand même encore dans un contexte de bulle extrême, de mouvement vraiment de... Et justement, est-ce que la DeFi, la finance décentralisée, apporte une réponse aux dérives et à cette forme d'exposition que constituent ces plateformes centralisées de type FTX? Alors, Binance a annoncé un proof of reserve, donc pour l'instant ça va. Mais voilà, est-ce que la DeFi apporte une solution complète, et est-ce que la DeFi apporte une solution
aussi à, et vous en parliez tout à l'heure, une forme de corrélation entre l'évolution des cours des grandes cryptos et quand même le cycle monétaire, parce qu'à la base, l'une des promesses était aussi de décorréler, apporter une forme de diversification absolue aux investisseurs. On voit qu'il n'y a pas de diversification absolue, puisque l'évolution des cryptos dépend quand même aussi en grande partie des cycles monétaires. Est-ce que la DeFi apporte aussi une réponse à ça? Alors, oui, effectivement, avec la finance décentralisée, on a quand même quelque chose de nature assez différente. Il s'agit d'avoir une forme de transparence algorithmique. On est censé, si on veut savoir, pouvoir comprendre exactement comment fonctionnent les mécanismes. Alors, il ne s'agit pas forcément d'une dépendance complète vis-à-vis du cycle monétaire, justement, mais il s'agit de pouvoir comprendre de quelle façon tel mécanisme de prêt, par exemple, est corrélé au taux lié au taux de marché. Donc, il s'agit vraiment de mécanismes de transparence qui fonctionnent, qui reposent sur la communication des algorithmes. Encore faut-il pouvoir les comprendre et qu'ils soient vraiment publics avec une forme d'open source. Ensuite, ce qu'on a vu aussi avec le cas des stablecoins, c'est finalement on avait les stablecoins plus algorithmique, où on pouvait voir normalement, on pouvait se renseigner normalement de façon précise sur le fonctionnement. En fait, ça ne donnait pas une véritable garantie. Ce qu'il fallait, c'était un ancrage dans la réalité. Les stablecoins qui ont survécu, qui s'en sortent correctement, ce sont ceux qui ont un véritable ancrage avec des réserves dans de véritables monnaies officielles. Donc, il y a certainement un équilibre à trouver. Le pur algorithmique n'est pas une garantie absolue non plus. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'évolution de la blockchain, effectivement, on voit une orientation qui est plus intéressante si on poursuit l'expérimentation qui est fondamentalement la blockchain dans la décentralisation en général et sur le plan financier, dans la finance décentralisée. Votre regard, Grégory, et cette question, donc, est-ce que la finance décentralisée apporte une réponse, alors non seulement aux soucis liés aux plateformes centralisées, bien sûr, mais aussi à cette corrélation qu'on observe quand même régulièrement entre l'évolution des cours des cryptos et les cycles monétaires? Est-ce que la DeFi apporte une réponse, une solution? Pour moi, c'est vraiment la réponse, c'est la transparence que ça apporte, c'est surtout ça. Une banque qui fait n'importe quoi, on ne verra pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et une application DeFi, si, par exemple, Aave, qui est un super proto, il est audité en permanence sur ses smart contracts, Compound aussi. Là, ça marche très bien. Par contre, la DeFi, c'est pas la solution à tout. Le stablecoin UST s'est révélé être une fraude énorme, et pourtant, c'était de la DeFi. Et puisqu'on en parle de la DeFi, le protocole MakerDAO, Grégory, ce protocole qui émet le stablecoin décentralisé DAI, est en train de délaisser la finance décentralisée, de délaisser la DeFi pour les placements traditionnels. Est-ce que, puisqu'on est en train d'en parler, est-ce que c'est pas une forme de crise de crime de lèse-majesté, là, qui est en train de faire le protocole? Totalement, dans la communauté, ça fait énormément parler, mais ça s'explique d'une manière assez logique, en fait. Les rendements, actuellement, dans la DeFi, ils sont... En gros, les capitaux ont un peu quitté la DeFi depuis que le bear market s'est installé. Donc, il y a quand même des protocoles qui ont besoin de continuer à fonctionner et d'attirer des nouveaux utilisateurs. Donc, ils vont placer leurs réserves là où il y a du rendement. Et là où il y a du rendement en ce moment, c'est surtout les obligations d'État américaines. Et du coup, MakerDAO, actuellement, donc le protocole qui émet le stablecoin décentralisé DAI, met en gros toutes ces économies dans les obligations d'État américaines. Donc c'est assez surprenant et ça montre bien que la DeFi est à la croisée des chemins. En gros, il y a le choix de rester une niche en restant philosophiquement pur, ou alors opter pour une hybridation, donc finance traditionnelle et DeFi. Du coup, en tout cas pour les rendements, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est plutôt une bonne décision, à court terme en tout cas, mais c'est pas sans risque. Parce que ça augmente les risques de censure et des transactions et de mainmise des régulateurs, forcément, si les stablecoins sont backés par des obligations d'État. Mais voilà, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que tous les stablecoins qui sont ancrés à une monnaie étatique, là, ils s'exposent à des risques réglementaires, de censure. Et si on veut vraiment un stablecoin décentralisé et résistant à la censure, comme le DAI espère l'être, je pense qu'il devra voir son prix fluctuer et perdre son ancrage par rapport au dollar. Je pense que c'est obligatoire pour être vraiment totalement décentralisé. Mais on peut dire aussi que finalement, le stablecoin totalement décentralisé et résistant à la censure et qui fluctue librement, est-ce que ça ne serait pas le Bitcoin en fait ?
Un point de vue là-dessus, Rémi, vous souriez encore. Pas, mais non, c'est intéressant. Effectivement, bon, on a dans tous les milieux financiers cette recherche de rendement très, très compliquée. Après, je pense qu'il y a vraiment un problème qui se pose qui est éternel, c'est celui de la culture financière. Et là, auquel il faut ajouter celui de la culture algorithmique. Parce que même quand on parle de mécanismes ouverts, transparents, lisibles, encore faut-il vraiment savoir lire. Donc on l'a vu à l'extrême avec le cas de FTX. Ensuite, on voit des ancrages sur des monnaies qui le sont pas véritablement. Donc c'est vraiment là où la crypto, enfin le milieu crypto n'a pas suivi. On peut avoir des gens qui sont des petits génies ou qui sont passés pour des petits génies. Ensuite, on a cette vague d'investissement. Les gens ne savent pas vraiment de quoi ils retournent. Donc là, il y a un énorme... C'est ça, il y a une double barrière. Il y a la barrière de l'éducation financière et de l'éducation à ces enjeux, pour le coup, technologiques. Voilà. Il y a deux barrières, là. Deux barrières à l'entrée. C'est en ça qu'on parle vraiment d'un secteur, enfin d'un milieu fondamentalement expérimental. Donc, avec cette sorte d'énorme engouement, de bulle, on peut caler vers le type d'accident industriel qu'on a connu avec FTX ou Terra. C'est inévitable. Bon, et en même temps, on peut imaginer que l'écosystème apprendra, et que voilà, les régulateurs aussi d'ailleurs vont sans doute apprendre et agir, et que les choses finiront par se construire de façon peut-être à terme beaucoup plus saine. On verra, on va suivre tout ça. C'est pas évident, c'est un équilibre instable sur cet écosystème particulièrement. Merci de nous avoir accompagnés. Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l'IRIS. Quand je parle d'équilibre instable, certains me diront oui, enfin quand même, on a vu le Bitcoin perdre plus de 60%, 70% depuis les plus hauts, c'est plus qu'un équilibre instable. C'est fluctuant et volatile. Merci Grégory aussi qui nous accompagnait en direct. Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Bonne fin de journée à tous les deux. Dans un instant, on va se rebrancher à la séance du jour sur les marchés financiers. Le CAC 40 hésite toujours. On est à une grosse demi-heure de la clôture. On est stable à Paris, 6658 points, alors qu'à Wall Street, on progresse un peu. Le S&P, après 5 baisses d'affilée, le S&P récupère 0,8%. On s'en reparle dans un instant. À tout de suite.